Au Moyen Âge, un simple vol pouvait coûter une main, ou alors rien du tout. Tout dépendait du village où l'on se trouvait. C'était une époque où il n'y avait pas une loi, mais une multitude de lois qui souvent s'affrontaient. Alors partons explorer ensemble ce fascinant chaos juridique. Imaginez un peu ce monde, un monde où la loi change à chaque fois que l'on passe la frontière d'un village, un monde où le destin d'une personne dépend non seulement de l'endroit où elle vit, mais aussi et surtout de son statut social. C'était ça, la réalité de tous les jours en Europe pendant des centaines d'années. Pour bien comprendre ce morcellement, il faut faire un petit bond dans le passé. À Rome, le droit, c'était un édifice solide, bien unifié. Avec le droit civil, les règles étaient écrites, elles étaient claires et elles étaient les mêmes pour tous les citoyens. C'était vraiment le ciment de l'ordre romain. Mais voilà, cet ordre si bien établi, il n'a pas tenu. L'événement qui a tout fait basculer, c'est bien sûr la chute de l'Empire romain. Et avec la chute de l'Empire, l'unité juridique a complètement volé en éclats. C'est devenu un véritable enchevêtrement juridique. C'est exactement ça qu'on appelle le droit éclaté, une mosaïque de règles et d'autorités qui cohabitent. Alors plongeons dans ce puzzle. La toute première pièce, et la plus immédiate pour les gens de l'époque, c'est la loi locale, la loi personnelle, c'est celle du seigneur. Le droit seigneurial, c'est très simple. C'est l'autorité directe d'un homme sur une terre. La justice, elle est rendue sous un chêne, souvent sans le moindre texte écrit, et elle se base sur des liens personnels entre le seigneur et ses vassaux. La loi, en gros, c'est la volonté du plus fort du quoi. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. La justice n'est pas du tout la même pour un noble, un membre du clergé ou un paysan, et elle change à chaque fief. Autrement dit, c'est l'arbitraire qui fait loi. Mais attention, face à ce pouvoir local complètement fragmenté, une autre puissance juridique s'est élevée. Une puissance bien plus vaste, et surtout bien plus organisée, l'Église catholique. Le droit canonique, c'est un peu l'antithèse du droit seigneurial. Lui, c'est un système savant, écrit, très structuré, qui s'applique à toute la chrétienté, de l'Angleterre jusqu'à la Sicile. Il apporte une forme d'unité dans ce monde complètement divisé. Et son influence était immense. C'est l'Église qui a structuré la société médiévale, en régissant le mariage, la filiation, les testaments. Elle a aussi apporté des concepts qui nous semblent aujourd'hui fondamentaux, comme la procédure, l'importance de l'écrit et l'idée de faute morale qui s'intéresse aux intentions derrière l'acte, pas seulement à l'acte lui-même. Et puis, il y a la troisième force, et c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle régissait la vie de 90% de la population. Je veux parler de la coutume. Le droit coutumier, lui, n'est gravé dans aucune pierre, il ne vient d'aucun roi. Il vient du temps, tout simplement, de la répétition. C'est la mémoire collective d'une communauté, transmise oralement, qui dit « ici, on a toujours fait comme ça ». Cette tradition orale était particulièrement puissante dans le nord de l'Europe, au point que la France était littéralement coupée en deux. Au sud, un droit plutôt écrit, héritier de Rome, et au nord, un droit basé quasi exclusivement sur les coutumes locales. Bon, alors récapitulons. On a le droit du Seigneur, le droit de l'Église et le droit de la coutume, tous actifs en même temps. Comment est-ce qu'on s'y retrouvait dans un tel enchevêtrement? On voit bien ici trois systèmes qui cohabitent. D'un côté, le droit du Seigneur, oral et purement local. De l'autre, le droit de l'Église, écrit et universel pour toute la chrétienté. Et enfin, le droit coutumier, oral et propre à chaque petite communauté. Et tout ça, ça porte un nom, le pluralisme juridique. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas un bug du système, c'était le système lui-même, une superposition de droits qui définissait entièrement la société médiévale. Mais ce monde fragmenté n'allait pas durer éternellement. Lentement, très lentement, les pièces de ce puzzle juridique ont commencé à se rassembler. Cette chronologie nous montre les grandes étapes. Tout commence assez discrètement dans les universités italiennes au XIIe siècle, où l'on redécouvre la logique et la rationalité du droit romain. De là va naître une nouvelle classe de juristes qui vont conseiller les rois. Et puis, à partir du XVIe siècle, les souverains vont chercher à unifier le droit pour consolider leur propre pouvoir. Il y a donc eu deux grands moteurs à ce changement. D'une part, un modèle intellectuel, le droit romain, pour penser un droit unifié. Et d'autre part, une force politique, l'État moderne naissant, qui avait le pouvoir d'imposer cette unification sur tout un territoire. Et là, on assiste à un retournement complet de situation. Le roi devient la source unique du droit. La loi n'est plus une tradition ou une question de foi, elle devient un outil au service d'un État centralisé.
Ce long voyage nous mène jusqu'à nos codes de loi actuels, qui ont l'air si clairs et unifiés. Mais la question mérite d'être posée. Est-ce que ce pluralisme juridique, cet héritage du Moyen Âge, a vraiment disparu? Réfléchissons-y une seconde. Chaque jour, on obéit aux lois de son pays, évidemment, mais on obéit aussi aux règlements intérieurs de son entreprise, aux conditions d'utilisation d'une application qui, elles, s'appliquent dans le monde entier, aux règles d'un traité international ou tout simplement aux normes sociales non écrites de sa communauté. Au fond, la question reste entière. À combien de lois différentes obéit-on chaque jour, sans même y penser? Peut-être que l'héritage du Moyen Âge est bien plus présent qu'on ne l'imagine, et que le droit n'a, en réalité, jamais vraiment cessé d'être éclaté.